Bienvenue à cette émission de l'Essentiel qui vous présente les faits saillants de la semaine politique à Ottawa. Le gouvernement Trudeau, d'abord, a lancé une enquête indépendante sur son recours à la loi sur les mesures d'urgence lors de l'occupation des camionneurs l'hiver dernier à Ottawa. C'est un de nos sujets d'analyse avec notre panel de journalistes. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. On va commencer avec les conservateurs parce qu'il y a quand même quelques nouvelles qui concernent les conservateurs. D'abord, ce sondage de la firme Nanos qui démontre que les conservateurs prennent une avance significative sur les libéraux. En fait, une avance de 5 points. C'est plus que la marge d'erreur. Les conservateurs n'ont pas de chef, sont en course au leadership. Joël Denis, je commence avec vous. Qu'est-ce qui explique cette avance des conservateurs à ce moment-ci? C'est peut-être que les Canadiens expriment l'espoir de voir un chef ou l'autre prendre la barre du Parti conservateur, soit Pierre Poilievre, soit Jean Charest ou Patrick Brown. Donc, compte tenu qu'il n'y a personne à la tête du Parti conservateur, ça semble donner des ailes au Parti conservateur. C'est assez paradoxal, mais je pense que c'est un peu le résultat de ce sondage. Donc, j'accorde, peu d'importance à ce résultat. Évidemment, on est loin d'une élection fédérale, mais quand on mesure les appuis au Parti conservateur en nommant des chefs, les résultats sont taux. Donc, je mettrais un peu de bémol à ce résultat-là, mais c'est pour les conservateurs, les militaires, ça peut être encourageant de voir qu'il y a peut-être de l'espoir pour eux un jour ou l'autre. Oui, Catherine, on va rester avec les conservateurs parce qu'on apprenait aujourd'hui qu'un premier député du Québec, Pierre Paulus, appuie Pierre Poilievre dans la course au leadership. On se serait attendu à ce que les députés du Québec appuient Jean Charest. Qu'est-ce qu'il faut en penser? En fait, je pense que la grande majorité des députés conservateurs appuient Jean Charest, ça c'est bien certain, sous le leadership d'Alain Rayez, qui a tenté de rallier tout le monde. Mais là, moi, ce que j'entendais, c'est que Pierre Paulus, on disait à l'interne, écoutez, il n'arrive pas à se brancher, il ne prend pas de décision, il veut rester neutre. Visiblement, ça a changé pour lui. Alors là, moi, j'ai plusieurs questions, à savoir, Monsieur Paulus avait quand même été très, très critique de ses collègues qui avaient appuyé le convoi de camionneurs il y a quelques mois, incluant Pierre Poilievre. Monsieur Paulus avait quand même parlé de ces manifestants comme étant des anarchistes. Donc là, je me demande comment est-ce qu'il arrive à réconcilier cette position avec celle de Monsieur Poilievre qui finalement capitalise sur ce mouvement-là pour sa popularité. Ensuite, je me demande est-ce que ce n'est pas une façon peut-être un peu opportuniste pour lui de voir que Monsieur Poilievre, il est le meneur et M. Paulus, en étant le seul député québécois qui l'appuie, pourrait peut-être se magasiner un poste assez intéressant peut-être si jamais M. Poilievre est élu chef. Oui, vous dites c'est le seul. Est-ce qu'il y a d'autres députés, toujours Catherine, du Québec, qui pourraient appuyer Pierre Poilievre? Est-ce qu'on pourrait s'attendre à ça? Ça me semble peu probable à ce moment-ci. C'est sûr que, M. Berthold est le chef adjoint, donc il ne peut pas prendre position. Mais écoutez, si jamais la campagne de Jean Charest va très mal, qui sait, peut-être que quelqu'un pourrait décider de changer de position et de changer de camp. C'est sûr que ça créerait tout un drame, je crois, dans le caucus du Québec. Ouais. Yves, on va poursuivre justement sur la course au leadership. Il y a au moins 8 candidats dans la course. Le dépôt, la période des dépôts de candidature, je devrais dire, ça se termine demain, vendredi. Pierre Poilievre, évidemment, attire toujours des foules importantes. Jean Charest, je dirais, mène une campagne plus discrète. Qu'est-ce que vous pensez de l'allure de cette course jusqu'à maintenant? Écoutez, ça s'adresse aux partisans conservateurs et non pas à la population en général. Donc, c'est excessivement ciblé ce que les candidats font. Monsieur Poilievre, je crois, fait exactement ce qu'il doit faire, c'est-à-dire participer à toutes sortes d'assemblées partisanes. Et M. Charest ne semble pas encore tout à fait là. Il prend des positions qui sont en contradiction avec des positions qu'il a prises dans le passé. Et ça démontre peut-être un peu qu'il s'inquiète de l'allure de cette course-là, qui, à ce jour, semble nettement avantager M. Poilievre. Oui, et Joël Denis, pour conclure justement sur cette course, le nouveau leader va être choisi le 10 septembre. C'est dans 4 mois et demi. Est-ce que l'avance de M. Poilievre vous semble insurmontable à ce stade-ci ou s'il est beaucoup trop tôt pour en parler? On va voir, on aura une meilleure idée, je pense, le 3 juin. Ça, c'est la date limite pour la vente de cartes de membership. À ce moment-là, on saura quel camp a vendu combien de cartes. Mais visiblement, le camp de Pierre Poilievre bombe le torse, affiche une confiance assez impressionnante. Et les foules que M. Poilievre attire en ce moment est un phénomène en soi. On n'a pas vu ça dans une course au leadership depuis 2013, quand Justin Trudeau était lui-même candidat dans une course au leadership du Parti libéral. On voyait des foules aussi se déplacer. Maintenant, le défi pour Pierre Poilievre, c'est de s'assurer que ceux qui se pointent à ces événements achètent aussi des cartes de membres et votent pour lui. Ça, c'est moins sûr.
mais je présume que M. Poilievre prend les moyens, son équipe prend les moyens pour s'assurer qu'ils prennent les cartes de membre. Donc, l'avance de M. Poilievre semble être assez intéressante. Oui, au moment où on se parle. Bon, autre nouvelle cette semaine, ça a été l'annonce d'une enquête indépendante sur le recours à la loi sur les mesures d'urgence pour mettre fin au blocus des camionneurs au mois de février dernier. Le gouvernement Trudeau a attendu à la toute dernière minute pour faire cette annonce. Catherine, qu'est-ce que vous en avez pensé? Écoutez, c'était un peu opportuniste là, quand ils ont dit nous avons pris l'initiative là, d'avoir cette enquête. En fait, c'était dans la loi, donc ce n'était pas leur initiative du tout. Donc oui, ils ont attendu à la dernière minute. Maintenant, ma question, c'est bien tant pour le comité parlementaire qui doit se pencher là-dessus que pour cette enquête publique, est-ce qu'on arrivera réellement à aller au fond des choses? Parce qu'actuellement, et on en a vu un exemple assez éloquent quand les ministres Mendicino et Lametti étaient devant le comité, ils ont témoigné cette semaine. On n'a pas eu beaucoup de réponses. Là. Finalement, les ministres se sont contentés de dire écoutez, je ne peux pas discuter de tel aspect, c'est un secret ministériel, voilà, donc c'est protégé par le secret ministériel. Alors là, moi, ma question, c'est à quel point est-ce que le juge Rouleau pourra réellement consulter ces documents confidentiels et savoir qu'est-ce qui s'est dit derrière les portes closes, parce que sinon, on ne réussira jamais à avoir des réponses là, en faisant témoigner des ministres ou des membres du gouvernement seulement. Oui, c'est ça, Yves, parce que l'enquête va donc être présidée par le juge Paul Rouleau. Ça n'a pas été clair cette semaine s'il pourrait avoir accès à tous les documents classifiés. Est-ce qu'on peut s'attendre à un processus qui va être transparent, selon vous? Transparent, on peut présumer que oui, mais en même temps, on se retrouve dans une situation où le mal est fait. On se demande, est-ce que le gouvernement avait réellement besoin de cette loi des mesures d'urgence? On peut en douter parce que les pouvoirs policiers avaient un certain nombre d'outils entre leurs mains pour bouger. Mais on est aussi à un niveau où est-ce que la population s'intéresse vraiment aux conclusions de cette enquête-là? Ce que les gens voulaient, c'est que le centre-ville d'Ottawa soit nettoyé, si vous me permettez l'expression, et de faire une espèce de post-mortem de tout ça, c'est bien intéressant pour les politiciens. Mais pour monsieur et madame tout le monde, c'est de très peu d'intérêt. Oui. La population qui est passée à un autre appel à partir du moment où les rues d'Ottawa ont été débloquées finalement. Je vais vous entendre en terminant sur une autre nouvelle qui était très attendue et qui va être confirmée demain. Moderna qui a choisi Montréal pour implanter son laboratoire de fabrication de vaccins ARN messager. On sait que Toronto était dans la course. Joël Denis, ça veut donc dire que M. Trudeau et Legault vont se retrouver sur la même tribune demain à Montréal pour la première fois depuis les élections fédérales? Oui, je me demande si Justin Trudeau va référer à son homologue québécois par son prénom, François, comme il le faisait avant le déclenchement des élections fédérales. À ce moment-là, c'était les deux meilleurs amis au monde, mais ça s'est transformé en cauchemar parce que M. Legault a fait campagne contre les libéraux Justin Trudeau et le NPD, disant que c'était des partis centralisateurs. Mais je pense qu'on va enterrer la hache de guerre officiellement demain, vendredi, lors de cette annonce, parce que c'est une annonce qui est importante, non seulement pour le Québec, mais pour le Canada, parce que Moderna va installer une première usine à l'extérieur des États-Unis et pas n'importe laquelle. Comme vous l'avez dit, c'est pour produire un des vaccins les plus recherchés contre la COVID-19. Et il va aussi avoir un centre de recherche qui va mener d'autres recherches pour fabriquer d'autres vaccins contre d'autres maladies, peut-être une autre pandémie. Donc, c'est un pas énorme que le Canada fait pour reconstruire son secteur de biofabrication. Donc, je pense que à la fois M. Legault et M. Trudeau vont se péter les bretelles lors de l'annonce de vendredi. Catherine, pour revenir justement jusqu'à quel point sur l'importance de l'avenue de Moderna à Montréal, c'est quand même une nouvelle d'envergure là, pour le Québec. C'est important cette nouvelle qui va être confirmée demain. Oui, tout à fait. Je suis sûre que M. Champagne jubile en ce moment parce que c'est une victoire pour lui aussi. Quand même, il démontre qu'il peut livrer pour le Québec, qu'il peut amener effectivement une industrie pharmaceutique très importante là, dans le Grand Montréal. Et en fait, moi, je me disais, bon, c'est une victoire pour le Québec, mais est-ce que c'est une défaite aussi pour Toronto et pour l'Ontario? Donc, vraiment, j'ai hâte de voir en fait la dynamique entre M. Trudeau, M. Legault demain. J'ai hâte de voir s'ils sont aussi chaleureux, mais j'ai hâte aussi de voir à quel point le ministre Champagne sera excité de tout ça. Mais oui, en fait, je pense qu'on peut vraiment parler d'une bonne nouvelle vraiment pour le Québec et Montréal. Yves, parce qu'il faut le dire, c'est le ministre de l'Innovation, François-Philippe Champagne, qui a piloté l'avenue de Moderna au Québec. C'est pas son premier bon coup non plus quand même. Plusieurs prêtent au ministre Champagne des ambitions à la chefferie du Parti libéral.
si, évidemment, le poste se libère éventuellement. Est-ce que ça pourrait mousser son éventuelle candidature? Qu'est-ce que vous en pensez? Je coupe pas nécessairement parce que la politique, c'est tellement long avant d'aboutir à quelque chose. Moi, je pense plutôt que le signal qu'il faut voir ici, c'est que c'est une victoire du Québec sur l'Ontario, ce qui est excessivement rare, d'une part. Et il faut pas oublier non plus qu'il y a une campagne électorale qui commence en Ontario la semaine prochaine. Et M. Trudeau n'avait pas nécessairement intérêt à donner trop de munitions à M. Ford pour mousser sa candidature. Alors, je pense que ça fait partie d'un certain ordre des choses qui pourrait éventuellement, à long terme, bénéficier à M. Chantard. Joël Denis, Catherine et Yves, merci de votre analyse. On se retrouve bientôt. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci. Au revoir. Le Canada surveille de près l'éventuelle crise alimentaire mondiale qui pourrait résulter de la guerre en Ukraine. La Russie et l'Ukraine sont de grands producteurs de céréales et Ottawa songe à venir en aide à certains pays qui font face à une éventuelle pénurie. J'ai fait le point sur ce dossier avec la ministre de l'Agriculture, Marie-Claude Bibeau. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir. On sait que l'Ukraine et la Russie sont considérés comme de véritables greniers à céréales pour plusieurs pays dans le monde. Ce sont de grands fournisseurs de blé, d'orge, de maïs. Alors, jusqu'à quel point les effets de cette guerre sur une éventuelle crise alimentaire mondiale, ça vous inquiète? C'est sûr que ça va avoir un impact, même déjà, parce que ce sont de grands fournisseurs. J'ai eu l'occasion de m'entretenir lors d'une rencontre des ministres de l'Agriculture du G7 avec le ministre de l'Agriculture de l'époque en Ukraine. Et il nous expliquait à quel point les producteurs là-bas étaient sous pression, pour dire le moins. Ils ne sont pas au champ, mais ils sont au front. Ils ont dû fournir certains équipements, du diesel, mettre à disposition de l'armée. Il y a des attaques directement sur les infrastructures agricoles. Donc, c'est sûr que l'Ukraine ne peut pas même s'approvisionner, produire pour sa propre consommation. Ouais. Et encore plus difficile d'exporter étant donné que le port, entre autres, est grandement détruit. Alors, pour des pays comme le Bangladesh, le Liban, l'Éthiopie, c'est la perte d'un fournisseur très, très important. Alors, ouais. On essaie justement de voir dans quelle mesure est-ce que nous et d'autres pays pouvons pallier à ce manque de céréales, entre autres. Donc, pour être clair, le Canada pourrait prendre le relais pour fournir des céréales à ces pays, ceux que vous avez nommés, l'Égypte, le Bangladesh, le Liban notamment. On regarde toutes les possibilités. C'est sûr qu'on n'a pas beaucoup en stock en ce moment parce que l'année passée, l'été on a fait face à une sécheresse dans l'Ouest, donc on n'a pas autant de stock qu'à l'habitude. Néanmoins, on essaie de voir de quelle façon est-ce qu'on pourrait peut-être produire plus cette année, si la nature est avec nous, pour pouvoir pallier à ce manque, pour pouvoir compenser et assurer la sécurité alimentaire dans certains pays qui sont plus durement affectés. Est-ce que cette guerre en Ukraine, ça pourrait avoir des opportunités, fournir en fait des opportunités d'affaires pour les agriculteurs canadiens, vous pensez? Je voudrais qu'on n'ose pas voir ça comme une opportunité. Ce sont des alliés, des amis, les Ukrainiens. On leur souhaite le retour à la paix et qu'ils puissent reprendre leur production le plus rapidement possible. En même temps, on est choyé au Canada avec les ressources qu'on a, la capacité qu'on a. Donc, si on peut effectivement compenser et puis subvenir aux besoins de pays qui déjà sont dans une situation d'insécurité alimentaire plus facilement, on va le faire et c'est pour ça qu'on travaille de différentes façons, tant au niveau commercial qu'au niveau aussi de l'approvisionnement du programme alimentaire mondial. Donc, nos producteurs exportateurs de grains, entre autres, fournissent le programme alimentaire mondial pour les gens en Ukraine et pour d'autres crises dans le monde. Ouais. Je vais vous entendre maintenant, Madame la ministre, sur la hausse des prix du blé, des céréales, de l'orge et de l'impact sur la hausse des prix de l'ensemble des aliments. Évidemment, avec la poussée de l'inflation qu'on vit présentement au Canada, le panier d'épicerie coûte de plus en plus cher. Si cette guerre en Ukraine se poursuit encore longtemps, et ça semble parti pour ça, est-ce que vous craignez que ça devienne de plus en plus difficile pour les personnes à faible revenu de se nourrir? C'est une réalité à travers le monde, cette poussée inflationniste-là, beaucoup due
suite à la COVID, entre autres, au fait que nos chaînes d'approvisionnement ont été bouleversées, qu'on fait face à une pénurie de main-d'œuvre. Et là, on ajoute cette guerre qui a un impact direct sur le coût de l'énergie, sur le coût du pétrole. Et quand on augmente les coûts du transport, c'est sûr que ça a un impact. Et quand on parle de certaines denrées, plus particulièrement, quand on perd des producteurs, quand on réduit l'offre, inévitablement, ça augmente les coûts. Donc, c'est sûr que c'est une question qui nous préoccupe. Et c'est pour ça qu'on a différents programmes, je dirais plus au niveau social, pour accompagner les gens à plus faible revenu, sans nécessairement pouvoir intervenir sur les prix du marché. Ouais. Pour ce qui est maintenant du problème avec les engrais qui sont utilisés par les producteurs agricoles ici au Canada, la Russie et l'Ukraine sont de grands exportateurs d'engrais. En fait, des exportations d'engrais sont maintenant suspendues à cause de cette guerre. Ça vient bouleverser évidemment la production agricole un peu partout sur la planète. Quel est l'impact de ça sur les agriculteurs canadiens? Alors, on fait tout ce qu'on peut pour que les engrais qu'on avait déjà commandés en Russie, principalement, puissent parvenir au Canada, mais il y a un tarif de 35% qui est applicable. Donc, ça fait partie des mesures commerciales, des sanctions commerciales qu'on a prises contre la Russie. Mais on veut, d'autant plus qu'on espère que le Canada va pouvoir contribuer de façon plus significative pour combler un manque au niveau de certaines céréales. On va faire tout ce qu'on peut pour aider nos producteurs canadiens à avoir de bonnes récoltes cette année. Ouais, parce que ça coûte donc évidemment beaucoup plus cher pour les producteurs agricoles de s'approvisionner en engrais. Vous parliez tout à l'heure du coût de l'énergie, ça coûte plus cher, les coûts de production coûtent plus cher. Est-ce que votre gouvernement pourrait venir en aide aux producteurs canadiens? Vous parliez tout à l'heure des programmes sociaux pour la population canadienne, mais pour les agriculteurs canadiens. Oui, entre autres, on a apporté des modifications au programme de paiement anticipé. C'est un programme qui aide les producteurs agricoles au niveau de leur fonds de roulement. Ça leur permet d'avoir une avance en fonction des revenus projetés de la récolte. Alors, on a apporté certaines modifications pour qu'ils aient justement accès à plus d'argent plus rapidement pour être en mesure de payer leurs intrants dès ce printemps. On investit aussi à moyen terme et à plus long terme dans la recherche, dans l'innovation. Déjà, le Canada, on est un grand producteur d'engrais. Donc, de quelle façon est-ce qu'on peut aussi diversifier? De quelle façon est-ce qu'on peut développer des nouveaux engrais qui seraient aussi moins générateurs d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça fait aussi partie de la dynamique. Donc, on regarde pour s'assurer que nos producteurs ont ce qu'il faut à court terme, mais aussi à moyen et long terme. Donc, le Canada pourrait exporter davantage d'engrais éventuellement. On en exporte déjà beaucoup et c'est souvent surprenant, mais le commerce se fait plus facilement du nord au sud entre l'Ouest canadien et les États-Unis. Et au niveau de l'Est canadien, on s'approvisionne plus de la Russie. Donc, il y a une dynamique, disons, au niveau de ce marché qui va être réétudié, qui est réétudié par les gens de l'industrie directement. En terminant, Madame la ministre, on apprenait que les ministres de l'Agriculture des pays du G7 vont se rencontrer au mois de mai pour discuter des impacts de la guerre en Ukraine. Qu'est-ce que vous espérez, vous, de cette rencontre? Alors, c'est l'occasion justement de voir la contribution que chacun peut apporter, de aussi réitérer des principes qui semblent simples mais qui sont extrêmement importants, comme de garder nos frontières ouvertes, de continuer un commerce ouvert, un commerce qui est basé sur la science, basé sur les règles. Donc, ça a l'air un peu théorique, mais en même temps, c'est extrêmement important et ça facilite cette sécurité alimentaire à travers le monde. Oui, parce que, évidemment, comme on le disait, le conflit est parti pour durer encore quand même un bon bout de temps. Marie-Claude Bibeau, je répète que vous êtes ministre fédérale de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors que Statistique Canada révélait cette semaine la deuxième partie de son recensement pour l'année 2021 qui démontre que les baby boomers forment désormais moins du quart de la population, on attend maintenant avec impatience les données plus précises sur les francophones hors Québec. Ce sera notre premier sujet d'analyse avec notre panel d'Est en Ouest. Bonsoir à vous trois.
Bonsoir, Estelle. Juste un mot en commençant, parce que je viens de parler des nouvelles données du recensement de Statistique Canada sur l'âge des travailleurs et l'identité de genre. Mais au mois d'août, on attend aussi des données plus précises sur les minorités linguistiques au Canada, dont les francophones hors Québec. À quel point ces données-là vont être importantes? Stéphanie, je vais commencer avec vous. On les attend de pied ferme, les données de cette année, puisque dans le recensement de 2021, il y a de nouvelles questions à l'égard des ayants droit en vertu de l'article 23. Donc, les ayants droit, les parents qui ont le droit d'envoyer leurs enfants dans les écoles de la minorité linguistique, donc les écoles françaises à l'extérieur du Québec et les écoles anglaises publiques au Québec. Et donc, ce sera de nouvelles données qu'on attend depuis des années, en fait, et qui régleront, on l'espère, des batailles parfois politiques, parfois allant même jusqu'à des batailles juridiques dans certaines régions où les gouvernements provinciaux disent qu'il n'y a pas le nombre d'ayants droit suffisant pour élargir des écoles ou en construire de nouvelles, par exemple. Ouais. Donc, pour cette raison-là, les données de cette année sont extrêmement importantes. Et Tom, du côté de la Nouvelle-Écosse, est-ce que ces données sont très attendues également? Oui, bien sûr, et je m'attends malheureusement à une continuation d'un certain glissement, d'une perte de poids démographique des francophones qu'on vivent depuis des décennies par ici. Et je pense qu'il va falloir un effort, pas seulement pour changer des politiques nationales, même que la Fédération des communautés francophones et acadiennes a soulevé l'importance de garder les cibles en matière de l'immigration, mais aussi de travailler au niveau régional. Par exemple, les conseils d'administration. Le conseil qui représente la région où j'habite n'a aucun représentant francophone au sein de ce conseil-là pour attirer des immigrants. Oui. Et ça, c'est un enjeu important. Oui. Donc, les statistiques vont soulever plusieurs débats qui doivent être réglés tout de suite. Frédéric, toujours sur ces données de Statistique Canada, qu'en est-il du côté de l'Alberta? Oui, c'est attendu également avec beaucoup d'intérêt, notamment parce que ça va permettre, si les questions qui ont été ajoutées vont donner de meilleurs, disons, résultats et de meilleures données, ça va permettre également une meilleure planification à moyen et à long terme. Et c'est souvent un des problèmes qu'on a dans la francophonie canadienne, à être capable d'avoir une bonne planification, précisément parce qu'il manque de données. Et j'ajouterais peut-être un autre élément qui est lié là au projet de loi sur la modernisation des langues officielles, c'est sur la question des régions francophones. Peut-être également qu'on va avoir un meilleur portrait du poids démographique des francophones et de ceux qui peuvent travailler en français dans certaines régions francophones qui, dans le projet de loi, restent encore à définir. Oui. Alors, plus de détails sur ces données au mois d'août. Maintenant, ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas parlé. Alors, je veux vous entendre. Je veux revenir avec vous sur la décision de la Cour du banc de la Reine du Nouveau-Brunswick qui a fait beaucoup parler au cours des dernières semaines. Le tribunal qui juge que le processus de nomination d'une lieutenant-gouverneur unilingue au Nouveau-Brunswick viole la Charte des droits et libertés de la personne. Juste un petit rappel, là, on arrive à cette conclusion parce que la lieutenant-gouverneure Brenda Murphy parle pas assez bien français. Tom, à quel point est-ce que c'est une décision importante pour les Acadiens? La Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick se réjouit de cette décision-là parce que c'était la société qui a porté plainte devant les tribunaux. Mais quand même, je m'attendais à une décision un peu différente et je pense que le gouvernement fédéral va porter la décision en appel tout en précisant que le prochain lieutenant-gouverneur ou la prochaine lieutenant-gouverneur sera bilingue au Nouveau-Brunswick. Donc, je m'attendais à une décision qui peut-être précisait qu'il y a une violation de la Convention constitutionnelle, un principe non écrit, mais de façon stricte, la loi écrite était respectée parce que ça relève aux prérogatives royales. C'est une question un peu obscure constitutionnelle. Donc, j'étais un peu étonné jusqu'à quel point la juge Dewar est allée pour dire qu'en fait, le premier ministre a agi de façon non légale en conseillant la gouverneure générale de nommer Madame Murphy en tant que lieutenant-gouverneur.
même qu'elle reste comme lieutenant-gouverneur, même après la décision. Stéphanie, justement, qu'est-ce que vous pensez de la gestion de tout ce dossier-là par le premier ministre Justin Trudeau? C'est certain que la décision met M. Trudeau dans l'embarras, et je dirais même 2 fois plutôt qu'une, parce que suite à cette décision-là, on se pose aussi des questions quant à la légalité de la nomination de Mary May Simon comme gouverneure générale au fédéral. Donc, c'est une décision qui remet le gouvernement dans l'embarras. On se doutait que c'était un litige qui était entamé de façon plutôt stratégique, parce que comme Tom l'a dit, les questions de droit sont assez obscures dans cette décision-là. On voulait vraiment embarrasser le gouvernement, et donc ça a été pas surprenant de voir M. Trudeau tenter de se défiler, de dire on va respecter l'esprit de la décision, mais ça veut quand même pas dire qu'on ne va pas interjeter appel. Le gouvernement fédéral a 30 jours pour le faire suite à la décision, donc encore 3 semaines. Ouais, c'est ça. Est-ce que Frédéric, le temps file, il faut aller un petit peu plus vite, là. Mais à la suite de cette décision, il y a plusieurs, en effet, qui se sont posé la question si la gouverneure générale du Canada devrait, elle aussi, obligatoirement connaître le français et l'anglais. Est-ce que vous pensez que cette décision-là du tribunal du Nouveau-Brunswick, ça va faire jurisprudence, ça pourrait créer un précédent? Je ne sais pas si ça va créer un précédent, mais j'ai l'impression que ça devrait créer un précédent pour le gouvernement Trudeau, et de se dire qu'effectivement, la question du bilinguisme français-anglais aurait dû être fondamentale dans le choix de la gouverneure générale. Moi, en tout cas, ça va donner du poids à tous ceux qui élevaient cet argument-là contre la nomination, en disant que oui, c'était une candidature tout à fait acceptable, mais que la question du bilinguisme a passé en retrait. Ouais, ça m'amène à vous parler de l'autre controverse concernant, je dirais, controverse linguistique, celle qui concerne le CN, le transporteur ferroviaire. Bon, on apprenait il y a quelques jours, il y a quelques semaines, en fait, il n'y a pas un seul membre qui parle français dans son conseil d'administration. Le Bloc québécois s'est encore après-midi aux communes inquiété de cette situation. Tom, quelle est votre réaction à cette nouvelle, vous, du côté des Maritimes? C'est très décevant, mais peut-être pas étonnant après ce qui s'est passé avec M. Rousseau et Air Canada et l'arrogance dont M. Rousseau a démontré en disant qu'il est trop occupé pour apprendre ou même tenter d'apprendre le français. Mais cette fois-ci, je note que les actionnaires, pas le gouvernement, pas les gouvernements, mais les actionnaires ont joué un certain rôle, surtout la Caisse de dépôt, qui est un actionnaire très, très important au sein du Canadien national. Et après ça, la direction du Canadien national a tout de suite précisé qu'on va corriger la situation avec les prochaines nominations. Ouais. Donc, message pour les actionnaires, c'est pas surtout et seulement les gouvernements qui doivent agir ici. Ouais. Stéphanie, il y a quand même le président du comité permanent sur les langues officielles, René Arsenault, qui estime qu'Ottawa devrait agir, devrait forcer les entreprises sous juridiction fédérale de compter une proportion minimale d'administrateurs francophones. C'est aussi une demande du Bloc québécois. Qu'est-ce que vous en pensez de cette solution en quelques secondes? Ça serait une solution qui pourrait notamment être inclue dans une modernisation de la loi sur les langues officielles. C'est un peu dommage que cette controverse-là arrive au moment où elle est arrivée, puisque on vient de terminer tout un cycle de débat sur la question des langues officielles avec un projet de loi qui est déjà déposé à la Chambre des communes. Ouais, c'est ça, parce que Frédéric, toute cette affaire-là, ça démontre pas justement qu'il faudrait bonifier la réforme de la loi sur les langues officielles pour lutter contre ce type de situation, faire en sorte que ça se reproduise pas? Oui, Mme Petitpas-Taylor, lorsqu'elle a présenté son projet de loi, a dit qu'il y avait du mordant. Ben là, on s'aperçoit que ça prendrait plus de mordant. Ça prendrait peut-être quelques canines supplémentaires, si vous passez l'expression, pour être capable, justement, de faire respecter dans ces institutions fédérales et dans certaines entreprises cette question-là du français qui semble, mais c'est difficile de ne pas arriver à cette conclusion, qui semble jusqu'à un certain point méprisée. Oui, c'est ça. On verra donc s'il y a des suites de ça dans l'étude de la réforme du projet de loi sur les langues officielles. Tom, Stéphanie et Frédéric, merci beaucoup. Très apprécié. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, c'est là-dessus que se termine l'essentiel des faits saillants de la semaine politique à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à lundi. Au revoir.